غيركم ولا رضيت سواكم. Bon, bonjour Oh, Laura. bonjour Dora. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté de contribuer au congrès Vers l'amour conscient organisé par l'Université de l'amour. Euh, Plaisir. j'ai Sabrina qui voulait commencer à te présenter. Oui, en quelques mots, rapidement. Donc, Dora, tu es journaliste. Tu as été rédactrice en chef à Combini. Ouais. Et puis, tu as lancé en 2018 le compte Instagram T'as joui, qui a actuellement, j'ai regardé tout à l'heure, 510 000 abonnés. Donc, Ouais. voilà. Et puis, cette année, tu as publié chez Très Daniel le livre Mal baisé, donc qui a eu un gros succès et j'imagine que ça continue encore aujourd'hui. Mais il y a eu un moment où tu étais quand même numéro 1 des ventes chez Amazon, je crois. Et voilà, et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur ton parcours, sur toi, voilà, qu'on en sache un peu plus. Alors, je m'appelle Dora Muto, j'ai 34 ans. J'ai un parcours un peu spécial puisque j'ai commencé en tant que styliste dans la mode pour bifurquer vers le journalisme. Donc j'ai été effectivement, enfin j'ai fait pas mal de choses. J'ai été chroniqueuse télé, j'ai ensuite été rédactrice chef adjointe chez Combini, et puis j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle À fleur de paix, qui parle de ballonnement et de problèmes d'intestin, qui était un livre qui vulgarisait une maladie qui s'appelle le SIBO, qui est une maladie de l'intestin grêle. Ensuite, j'ai fait un docu à partir de ce livre. C'était une partie du livre que j'avais envie de développer en documentaire, et ça s'appelle Comment j'ai hacké mes intestins. C'est un docu qui est toujours disponible sur la plateforme d'Arte. C'est plusieurs épisodes qui traitent toujours des thérapies en fait du microbiote, donc des bactéries de l'intestin, comment faire quand on a un microbiote en mauvais état pour essayer de le remettre dans un bon état. Et puis, dans le même temps, j'ai lancé le compte Instagram Tajoui, parle de sexualité féminine et qui était le premier compte Insta sur un axe sexo-féministe, qui était un axe un peu particulier, c'est-à-dire que ça prend la théorie féministe et ça la mélange justement au monde de la sexualité, de la sexologie, etc. Et c'est un compte qui a extrêmement bien fonctionné, extrêmement vite. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, je me suis retrouvée avec 100 000 abonnés, puis ensuite, ça n'a fait que grossir. Et suite au succès de ce compte, j'ai eu envie de faire un livre, de créer un gros livre, parce que mon livre Mal baisé fait plus de 400 pages. Parce qu'à travers plus de 3 ans et quelques avec ce compte, il y avait plein de thématiques qui revenaient et qui méritaient d'être approfondies. Lorsque la culture Instagram, c'est énormément de slogans, c'est énormément de simplification, et j'en avais un peu marre de cette simplification. Et puis en plus de ça, Instagram a tendance aujourd'hui à censurer, et j'ai toujours eu très peur que mon compte parte dans les limbes d'Instagram un jour, qui me le supprime et qu'il ne reste rien de la pensée que j'avais développée. Donc je me suis dit je vais en faire un livre, comme ça reste, même si le compte Instagram dégage à un moment, il y aura quelque chose de cette époque que j'ai vécue, quoi. Voilà. Et c'est vrai que tu as raison de souligner le volume de ton livre. Hein. Moi, j'ai regardé ce matin, il fait 437 pages. C'est les grosses pages, c'est pas les petites pages. Ouais, voilà, il y a du contenu, ça c'est sûr. C'est vrai, ouais. Il y a du contenu. J'avais envie d'aller au fond, en fait, du thème qui me tient à cœur, qui est, le sexo-féminisme, c'est-à-dire, moi, j'estime qu'on vit encore dans un monde patriarcal. Et donc, l'idée, c'est comment le patriarcat s'immisce sous les draps, parce qu'on parle énormément de patriarcat dans l'égalité salariale. On en parle beaucoup dans la vie publique, mais on n'en parle pas forcément énormément au niveau de la sexualité. J'avais envie de savoir comment cette idéologie, puisque pour moi, le patriarcat, c'est une façon de voir le monde, c'est une façon de concevoir le monde. Comment est-ce qu'elle empiétait dans la sexualité des femmes, et quels étaient les endroits où finalement cette idéologie avait le plus de pouvoir, notamment aujourd'hui, le monde du porno est empreint de cette façon de voir la sexualité. Et du coup, j'ai essayé de faire un état des lieux sur comment cette façon de voir le monde, empiète sur la sexualité aussi, comme on en a parlé dans le vocabulaire, enfin dans plein de parties de la sexualité.
et essayer de faire quelque chose à 360 degrés parce que j'ai lu énormément de livres différents. Et à chaque fois, c'était des livres séparés. Donc, il y en a un sur la prostitution, il y en a un sur le porno, il y en a un sur le clitoris, il y en a un sur ceci, sur cela. Mais il n'y avait pas quelqu'un qui avait tissé comme une toile d'araignée de tout ça pour expliquer de façon globale comment tout ça se répond et peut créer un malaise dans la sexualité des femmes. Merci pour ces compléments d'information. Est-ce que tu dirais que cet état des lieux de ce que tu appelles le sexoféminisme, enfin c'est un état des lieux plus global que ça, mais qui inclut la question du sexoféminisme, est-ce que tu dirais qu'il s'agit d'un féminisme conscient ou de qu'est-ce que ça t'inspire comme cette terminologie-là? C'est une terminologie pas simple parce qu'aujourd'hui le féminisme, dans le féminisme, il y a déjà pas mal de branches. Et je dirais qu'il y a des branches féministes conscientes et d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc, le féminisme, c'est... Voilà, moi, le féminisme auquel je crois et que je défends, c'est les féminismes de la première et deuxième vague. Moi, je suis très inspirée, à la fois des suffragettes, mais aussi à la fois du travail des femmes qui a été fait dans les années 60. Ensuite, il y a d'autres types de féminisme, le féminisme queer, le féminisme trans, etc., qui sont apparus, avec lesquels je suis pas forcément en phase. Donc, le mot féministe est très large et aujourd'hui, j'ai un positionnement un peu particulier comparé à d'autres comptes féministes. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour moi. Être une femme, c'est biologique. Alors, ça peut paraître normal de dire ça, mais pour toute une partie des féministes aujourd'hui, ce n'est pas normal. Pour elles, être une femme, c'est une construction sociale. Donc, on peut être une femme et avoir un pénis, par exemple. Lorsque pour moi, être une femme n'est pas un ressenti. Être une femme est une réalité matérielle et biologique dans un corps de femme. Et donc, par conséquent, le sexoféminisme aujourd'hui est divisé en deux branches, avec une branche plus queer transféministe et une branche comme la mienne qui défend les réalités physiques et biologiques et les limites du monde dans lequel on vit. Et donc voilà, le sexoféminisme, c'est pour ça que j'essaie d'expliquer que c'est relativement large. Mais pour moi, c'était plus essayer de penser le sexe d'un point de vue où en fait on peut y percevoir la domination masculine en fait. Et la domination masculine, ça veut pas forcément dire que tu te fais frapper au lit ou quelque chose comme ça. C'est plus subtil. C'est dans la façon dont on en parle, c'est dans les vidéos qu'on voit, c'est dans le manque de spiritualité qu'aujourd'hui il y a dans la sexualité. Enfin, c'est énormément de choses, on va dire. Justement, je sais que tu as proposé un nouveau terme qui est fémélité, c'est ça? Fémélité. Est-ce que tu pourrais nous en parler de ce néologisme? Oui. Alors, pour moi, en fait, il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'on parle énormément de féminité. Et féminité, pour moi, c'est un terme un peu problématique parce que qu'est-ce que c'est féminité? C'est à la fois d'avoir une poitrine, c'est à la fois d'aimer se faire coquette, enfin être féminine. Ça voudrait forcément dire, aimer user de certains artifices, aimer se coiffer, aimer peut-être porter des talons, une robe comme ci, comme ça. Mais en fait, la féminité, pour moi, elle n'appartient pas forcément aux femmes. Il y a des hommes extrêmement féminins. Il y a des hommes qui ont envie de se présenter de façon extrêmement féminine au monde en s'appropriant, en fait, tous ces éléments-là, parce que finalement, la féminité, pour moi, c'est une forme de performance du quotidien. Mais par contre, il y a une autre chose que moi, j'appelle la femélité. C'est tout ce qui n'est pas construit de l'ordre d'être une femme. C'est-à-dire qu'une femme, par exemple, va avoir une poitrine, une femme va sans doute avoir la ménopause à un moment dans sa vie, une femme va avoir ses règles, ou si elle n'en a pas, c'est que de toute façon, il y a quelque chose qui se passe dans son corps, mais que théoriquement, elle est censée en avoir. Une femme peut avoir, sauf s'il y a des problèmes de santé, un enfant. Il y a quand même des choses qui sont de l'ordre d'être une femelle et on partage ça avec des femelles animales aussi. Et donc, pour moi, il faut absolument faire une distinction entre les deux, surtout aujourd'hui avec l'avancée du transféminisme, entre ce qui est de l'ordre du construit, donc la féminité, et ce qui est de l'ordre de l'inné, qui est la femélité. Et donc, je pense aussi que ce terme est libérateur pour la bonne raison que
moi, je me suis souvent sentie fémeline, c'est-à-dire que je suis une femme parce que mon corps a un certain fonctionnement, mais que l'injonction à être féminine, c'est-à-dire l'injonction à me présenter d'une certaine façon, à agir d'une certaine façon dans le monde, a souvent été une oppression pour moi, parce que si tu n'es pas assez féminine, eh ben, on va te le reprocher. C'est-à-dire que on aurait dit que ça vient avec un pack avec ce corps-là, lorsque ça peut être décorrélé. Pour certaines femmes, ça semble naturel, pour d'autres, ça l'est beaucoup moins. Moi, j'ai tendance à même questionner la naturalité de la féminité. Et je pense aussi que ça permet de libérer les hommes. C'est-à-dire que les hommes ont aussi le droit d'être extrêmement féminins. Ils peuvent être hétéros et féminins, ils peuvent être gays et féminins. Mais que tant que la féminité reste forcément rattachée au fait d'être une femelle, j'ai l'impression que ça enferme un peu tout le monde. Voilà. Et je voudrais rebondir parce que bien que ton intervention soit consacrée au féminisme et ton livre essentiellement aussi, il y a quelques petites pages par-ci par-là pour les hommes. Et, et tu expliques, et je trouve que c'est très intéressant, très fécond comme pensée, tu expliques que le masculin aussi, enfin les hommes aussi, sont embarqués et victimes en fait du patriarcat. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, en fait, moi je pense que en fait le patriarcat fait que on éduque les petits garçons et les adolescents d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on va leur dire faut pas que tu pleures, faut pas que ceci, faut pas que cela, il faut que tu sois un homme dur. Et d'une certaine façon, j'entends que dans cette société, il vaut mieux être un homme avec les épaules carrées et que ce soit comme ça. Sauf que, j'ai envie de dire, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que briser les hommes dès l'enfance, en fait, en leur disant que leurs émotions n'ont pas lieu d'être et que il faut absolument se couper de ces émotions pour être un véritable homme dans cette société et que les exprimer, ce serait donc féminin. Pour moi, c'est comme c'est une blessure en fait en fait, c'est une sorte de petit traumatisme, ou petit ou grand à voir, qui fait que dès l'enfance, en fait, énormément de garçons n'ont pas d'espace en fait pour exprimer leurs émotions, et donc par conséquent, quand ils grandissent, on peut pas leur demander de soudainement avoir cette capacité-là, parce que tout simplement, dès l'enfance, on leur fait comprendre que c'est pas bon. Donc pour moi, c'est comme si on leur enlevait une part de sensibilité qu'ils ont sans doute à la base, mais on les coupe de ça. Donc pour moi, dans une certaine mesure, les hommes doivent aussi faire l'effort d'aller chercher toutes ces parts d'eux-mêmes qui sont peut-être enfouies, qui sont peut-être dans des parties de leur subconscient, qui sont peut-être honteuses en fait, enfin qu'on a rendues honteuses. Donc je pense qu'il y a de ça, et une autre partie du livre où je parle un peu des hommes aussi, et où je m'adresse à eux, ou je m'adresse aussi aux femmes pour qu'elles comprennent mieux, c'est que en fait les hommes ont ce que j'appelle la charge du rejet. C'est-à-dire que vu que ce sont généralement les hommes qui draguent, et c'est même si on est dans un monde féministe, bizarrement, même en tant que femme, on continue à s'attendre à ce que les hommes fassent les démarches. Et donc, même ça, en tant que femme, on l'a pas complètement déconstruit, puisqu'il y a peu de femmes hyper entreprenantes. Ça existe, mais bon, ça reste plus ou moins anecdotique, surtout en France. Dans les pays scandinaves, c'est un peu différent, mais en France, ça reste un peu ce modèle-là. Et donc, c'est aux hommes de se prendre la charge du rejet. Donc, c'est aux hommes souvent les femmes ne sont pas partantes. Et donc, on n'apprend pas aussi aux hommes à gérer ce rejet. Parce que, en fait, quand on se met dans leur tête, j'imagine que c'est pas forcément facile. Par exemple, si un homme n'a pas forcément un physique magnifique, ou que voilà, il vient d'une classe sociale moins privilégiée, des fois les femmes sont pas très sympathiques non plus, elles sont très dédaigneuses. Et puis vu que aujourd'hui le harcèlement de rue est extrêmement, on parle de harcèlement de rue lorsque parfois, évidemment le harcèlement de rue existe, mais il existe aussi parfois juste des hommes qui ont juste envie de draguer sympathiquement, et ça tombe très rapidement dans la case harcèlement de rue, ils se font rejeter aussi. Moi, je pense qu'il faut apprendre aux hommes. C'est-à-dire, on ne peut pas apprendre aux hommes seulement à les draguer. Il faut leur apprendre que draguer, ça vient avec une charge qui est celle de se faire rejeter. Et donc, se faire rejeter, il faut quelque part apprendre à le gérer émotionnellement. Et souvent, les hommes vont avoir une tendance à péter un câble, en fait, et à devenir violents. Parce que cette charge du rejet, on leur en a jamais parlé, et on leur a jamais appris à gérer cette émotion qui, j'entends, peut être très difficile à vivre. Intéressant. Pensez au piropo.
Oui, je pense aussi au piropo. El piropo. En espagnol, c'est un culturel, c'est... faudrait que je veux pas trop détailler là parce que c'est ton temps de parole, mais c'est vrai que ça fait penser au piropo. C'est disons que c'est un petit compliment de rue. Tu vois, c'est un groupe de femmes qui sort un samedi soir qui se fait les femmes se font toutes belles et puis il y a un groupe d'hommes qui passe par là et puis qui leur disent hola chicas, ¿qué tal? ¿Dónde vais? Tout ça et puis les femmes elles leur répondent. C'est un jeu en fait. Et souvent les hommes à ce moment-là disent quelque chose de gentil sur ces femmes en fait, sur leur beauté, sur le fait qu'elles se sont apprêtées, tout ça. Et ma grand-mère a connu ça et ma grand-mère adorait les piropos. Voilà. Aujourd'hui, c'est du harcèlement. Enfin, le risque, c'est que ce soit considéré comme du harcèlement, même si le harcèlement existe aussi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes finalement qui apprécient les commentaires positifs, mais s'il n'y a pas d'attente derrière, c'est toujours le gros problème. C'est-à-dire que si un homme fait un compliment complètement gratuit, moi, je trouve que ça peut passer relativement bien. Mais c'est-à-dire qu'il faut même pas qu'il s'arrête. C'est-à-dire, il passe, il te dit un truc gentil et puis il n'attend rien en retour. Quand tu as une pression où tu te dis, ah non, il va commencer à me suivre dans la rue, ou il s'arrête, il va absolument ton téléphone, c'est là que ça se transforme en forme de harcèlement, en fait. Ouais, c'est tout à fait juste. Et c'est vrai que le piropo, justement, il n'y a pas d'attente. C'est gratuit, c'est joyeux, en fait. C'est, voilà. Superbe. Moi, Dora, j'aimerais revenir sur le sous-titre du titre de ton livre. Donc, le livre qui dénonce le patriarcat sous les draps. Moi, j'aimerais t'entendre nous parler du patriarcat, justement, puisque c'est une thématique qui t'est chère. En fait, quand je dis patriarcat, j'entends une forme de domination masculine. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent, les gens se disent patriarcat, mon Dieu, c'est horrible. C'est-à-dire que ce sont les méchants hommes qui essayent d'imposer des choses à des femmes. Et en fait, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire que les hommes eux-mêmes, en fait, la façon dont le patriarcat a évolué, il y a peut-être eu des bonnes raisons pour lesquelles il s'est installé. Je veux dire, quand on regarde dans la préhistoire, pourquoi les hommes allaient plus chasser que les femmes. Enfin, il y a des raisons en fait en lien avec la nature, et il y a des vraies raisons physiologiques, etc. Mais une fois que ça s'est installé, aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un moment dans l'histoire où ça avait du sens que les choses soient comme ça. Aujourd'hui, ça a beaucoup moins de sens parce que on vit moins face à la nature et donc les capacités physiques des hommes sont moins requises, on va dire. Et donc, par conséquent, cette forme de domination qui est parfois naturelle pour l'homme parce que il est biologiquement avantagé sur certains points, parce que, on peut dire aussi que les femmes sont très avantagées de porter la vie, ça se discute. Aujourd'hui, ça se reflète dans la sexualité, ça se reflète dans la société. Et donc, quand je parle de patriarcat, c'est de cette organisation sociale en fait qui existe. Mais il faut l'admettre aussi, puisque j'aime bien parler de façon nuancée de ça, est quand même beaucoup moins prégnante aujourd'hui que il y a 50 ans et qui tend doucement à être déconstruite, on va dire. Ok, donc il y a quand même un changement depuis 50 ans. Oui, on peut pas. Alors je sais qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont justement des féministes un peu énervées qui disent que non, le patriarcat est toujours aussi présent. Il est toujours présent, mais de façon beaucoup moins subtile, parce que quand même au niveau légal, au niveau des lois, on a les mêmes droits que les hommes, ce qui est une victoire absolue, j'ai envie de dire. Mais effectivement, il y a des choses subtiles en fait qui sont de l'ordre des comportements. Où c'est encore installé. C'est-à-dire que dans la sexualité, je vais vous donner un comportement type tout bête, mais les femmes sont encore, elles aussi, naturellement dans une culture du care. C'est-à-dire que elles ont ce truc où elles font plus attention aux sentiments d'autrui, elles font plus attention au vécu de l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est construit ou naturel, ça aussi, ça se discute, mais toujours est-il que les hommes vont parfois surprofiter de ça. Et dans la sexualité, on va avoir un homme qui a fini, qui éjacule, qui jouit, et qui va naturellement s'endormir à côté de sa partenaire lorsque peut-être elle n'a pas eu d'orgasme, mais peut-être qu'elle est frustrée. Elle est complètement frustrée. Et il y a certains hommes, malheureusement, qui pensent que c'est OK. C'est-à-dire qu'ils
prennent ça pour voilà, c'est normal. Ou par exemple, il va y avoir beaucoup plus de fellation que de cunilingus parce que voilà, c'est inscrit, c'est comme ça, c'est normal. Faire un cunilingus à une fille, c'est plus exceptionnel entre guillemets qu'une fellation. Enfin, c'est ce genre de dynamique, voilà, que je peux questionner, on va dire. Ok, super. J'allais lire un petit passage de ton livre. J'adore lire les passages des livres. Et puis là, celui-là, il m'a vraiment marqué sur justement les effets du patriarcat sur l'image que les femmes se font d'elles-mêmes. Oui. Tu écris, sororité est un véritable buzzword à t-shirt, capitalisto-féministe. Mais ce n'était alors qu'un mot, ce n'était pas une émotion, le sentiment hyper profond que j'ai vécu à travers ces sessions, donc c'est des sessions de tantra que tu vivais en Thaïlande. Et là, en étant nu, en se retrouvant à pleurer, à mettre le doigt sur des choses douloureuses, des traumatismes sexuels, sur la honte de nos corps, sur le manque d'amour de nous-mêmes, en regardant le corps de ces autres femmes, si différents du mien, mais si beaux, chacun dans son style, j'ai compris. J'ai ressenti de l'amour et de la compassion dans mon cœur pour chacune d'entre elles. En regardant le corps de ces femmes se soulever dans les larmes, parfois dans le plaisir, en écoutant leurs râles, en regardant les poils autour de leurs tétons, en regardant la forme de leur vulve, je me suis dit que le raté du féminisme est que ce n'est pas un féminisme vécu dans nos corps, c'est un féminisme vécu uniquement dans nos têtes. Le chemin des femmes doit être de revenir dans leur corps. Nos corps ne nous appartiennent pas tout à fait dans cette société. Nous conceptualisons dès l'adolescence que nous sommes un corps de plaisir, mais pas pour nous-mêmes, pour les hommes. On peut tout déconstruire intellectuellement et nous sommes en train de le faire, mais j'ai réalisé que ça ne suffira pas. Je trouve ça extrêmement fécond, extrêmement fertile comme réflexion et j'aimerais vraiment t'entendre plus là-dessus. Ouais. Alors moi, justement, ça m'a beaucoup... faire ces stages de tantra, ça a été une révélation pour moi parce que je suis quelqu'un d'extrêmement intellectuel, je lis beaucoup de livres, je consomme beaucoup d'études. Et effectivement, ce terme sororité revenait tout le temps, mais en fait, je comprenais pas ce que ça voulait. Enfin, je comprenais intellectuellement ce que ça voulait dire, mais là, dans cette session-là, qui a été donc une session de tantra entre femmes, en fait, c'était une session. C'est une session où il y avait une prof au milieu. Et cette prof nous indiquait comment prendre du plaisir avec nos propres corps. Et donc, il y avait quelque chose de très libre et il y avait une idée de vraiment se connecter profondément à son propre corps, mais pas de façon masturbatoire. C'est-à-dire que c'est pas tu regardes un porno, tu regardes un truc et puis tu te masturbes et tu jouis en 2 minutes. Non. Là, c'était vraiment l'idée d'exploration de chacune de son propre corps. Et aussi, alors c'était pas du tout lesbien, mais c'était l'idée aussi de regarder en quoi les autres femmes étaient différentes dans leur prise de plaisir. Et il y avait aussi cette invitation à faire ce qu'on appelle du yoni gazing, donc regarder le sexe des autres femmes. Et tout ça dans une extrême bienveillance et puis dans quelque chose d'assez solennel. Et en fait, je me suis dit qu'en fait, j'avais jamais approché de si près une autre femme. J'avais jamais regardé en fait la vulve d'une autre femme, et en fait les seules vulves de femmes que j'ai jamais vues, c'est celle du porno en fait. C'est-à-dire que c'était le modèle, et c'est un modèle toxique. Et donc en regardant en fait de près ces femmes, j'ai été touchée vraiment en voyant à quel point elles étaient vulnérables et à quel point elles se détestent en fait. C'est ça qui a été tellement choquant, c'est qu'il y a des nanas franchement magnifique, enfin, il y a rien à dire. Et elle, dans les discussions, parce qu'il y avait aussi des moments d'échange, elle te disait mais qu'elle se détestait, qu'elle détestait leur grain de beauté sous leur sein, enfin des trucs qu'on en avait alors rien à faire. Et alors elles étaient vraiment dégoûtées, choquées. Et puis regarder aussi, ouais, pour moi regarder toutes ces vulves avec tellement de différence en fait, vraiment une diversité de couleurs, de formes, etc. J'ai réalisé que c'est parce qu'on n'est pas proche des autres femmes, physiquement parlant, en fait. On n'a pas une sorte d'intimité parce que ce qui s'est passé, c'est que tout a été déplacé dans le commerce. C'est-à-dire qu'avant, les femmes faisaient le hammam entre elles ou se massaient entre elles. C'est terminé, on va voir une masseuse.
les femmes s'épilaient entre elles. Bon, on peut critiquer l'épilation, mais qu'importe. Il y avait quand même ce truc intime. C'est terminé, on va chez Body Minute. En fait, les femmes se coiffaient entre elles. Enfin, il y avait ce truc où en fait, on connaissait donc les corps, les odeurs des autres femmes juste parce que on le faisait entre nous. Maintenant, en fait, les femmes ont perdu cette intimité-là parce que tout est devenu commercial. En fait, tout est devenu une entreprise. Pour chaque geste, en fait, on l'extériorise. Et en fait, ça fait qu'on n'est plus du tout proche des autres femmes d'un point de vue physique. Et donc, par conséquent, on n'a pas de modèle. Et du coup, on va être très critique envers nous-mêmes parce que les images extérieures qui nous viennent sont des images extrêmement lisses de femmes et de femmes qui ont toujours aussi le même type de corps, le même âge. Tandis que là, dans cette session, il y avait des femmes, mais tellement jeunes, 18 ans, il y avait une femme qui était beaucoup plus âgée, peut-être vers 70, etc. Et donc, je sais pas, moi, ça m'a créé un fort sentiment d'amour, en fait, pour elle. Enfin, vraiment, je ressentais beaucoup de compassion, d'amour, je l'ai trouvée belle, je l'ai trouvée intéressante, je l'ai trouvée joyeuse. Et je me suis dit qu'il fallait un retour vers le corps, à tout prix. Sauf que quand je suis revenue en France, j'ai vu que c'était impossible. C'est-à-dire que avec mes amis, par exemple, quand je racontais cette expérience, elles me disaient, ah ben moi, je te montrerai jamais ma chatte. Hein. Genre, jamais de la vie, tu peux rêver. Il y avait cette distance physique qui était toujours créée. J'ai essayé avec des amis de dire, ça te dit pas qu'on se lave les cheveux, par exemple, ensemble, ou qu'on se coupe les cheveux. Pourquoi je continuerai à aller chez le coiffeur? Tu peux bien couper des pointes, non? Et vice versa. De réinstaller ce truc. Et en fait, je sais pas, en Occident, il y a un truc qui fait que ça ne marche pas. En fait, les femmes sont gênées. Elles sont plus gênées à être nues devant une femme que nues devant un homme. C'est... Oh. C'est super intéressant. Ouais. Moi, j'aime beaucoup quand tu dis nos corps ne nous appartiennent pas tout à fait. C'est très, très frappant, quoi. Oui, parce qu'en fait, et justement, aujourd'hui, on est dans ce mythe que on peut tout changer avec la chirurgie esthétique, on peut tout... comme si c'était une pâte à modeler, en fait, et que, alors ça commence par le maquillage, c'est-à-dire qu'avec le maquillage, déjà, on cache, on arrange tout, on essaye de ressembler à ce qu'on aimerait ressembler. Donc, moi, j'ai l'impression que plus ça va, plus il y a une déconnexion corps-esprit qui se crée, et que, effectivement, on est quand même dans un monde où on voit quand même, aujourd'hui, les gens veulent transitionner, par exemple, de homme à femme, parce qu'on imagine que tout ce qui est de l'ordre de la chair est modifiable, lorsque, pour moi, alors ça, c'est plus d'un point de vue spirituel, mais on s'incarne dans un corps, et même s'il nous plaît pas, c'est peut-être ce chemin-là que la vie a voulu qu'on emprunte, et que donc, par conséquent, c'est pour ça que je dis que on n'a pas tellement il y a des choses sur lesquelles on n'a pas énormément de prise dans la vie, et peut-être que le chemin, c'est l'acceptation de cette incarnation et de ce corps, quoi. Dora, au sujet de la sexualité des femmes, les femmes encore aujourd'hui ont du mal parfois à s'épanouir sexuellement, malgré MeToo, malgré également les 4 luttes. Comment tu appelles ça, les 4 luttes? Très bien, la révolution sexuelle et puis les 4 luttes féministes. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus, sur ce point? Pourquoi les femmes ont encore du mal à s'épanouir sexuellement aujourd'hui? Parfois, pas toujours. Je dirais qu'il n'y a pas une vraie révolution sexuelle, il y a une révolution contraceptive. Ce qui est différent, ce qui a permis aux femmes de se libérer de la pression du fait que chaque acte sexuel puisse se transformer en grossesse et en maternité. Mais en fait, la façon dont ça a été pensé, conceptualisé, c'est donc on a imaginé que la sexualité des femmes allait enfin être comme la sexualité des hommes, c'est-à-dire libérée de la pression d'être enceinte, et que donc les femmes allaient peut-être avoir envie de cumuler comme les hommes. Enfin, on a imaginé que finalement tout ce qui faisait que la sexualité des femmes était différente, c'était seulement cette peur finalement de tomber enceinte. Et on se rend compte aujourd'hui que non, en fait, c'est bien au-delà de ça. Les femmes ont une sexualité différente, elles ont des organes différents. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un terrible retard, par exemple, sur la connaissance de notre anatomie. C'est-à-dire que le clitoris, on en a fait un IRM seulement en 1998, lorsque les hommes étaient déjà partis sur la Lune. Déjà, ça montre à quel point le truc est dingue. Et puis, on connaît...
On connaît mal, par exemple, l'orgasme du cervix. On connaît mal aussi toutes les maladies qui peuvent faire que les femmes ont du mal dans la sexualité. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre du vaginisme, endométriose, etc. Bon, ça commence enfin. Là, il y a Monsieur Macron qui a dit que l'endométriose allait être pris en charge en France. Mais disons qu'il y a plein de maladies qui touchent la sphère sexuelle des femmes, pour lesquelles on a encore très peu de réponses thérapeutiques. Donc ça aussi, c'est dingue. C'est-à-dire que suffit de regarder des livres d'anatomie du sexe de l'homme ou du sexe de la femme en chirurgie, enfin pour les chirurgiens. Pour les hommes, on va avoir un détail incroyable de tous les nerfs du pénis, où ça passe, etc. Pour le clitoris, il a fallu qu'une jeune femme qui s'est fait, malheureusement, elle a voulu faire une labiaplastie parce qu'elle avait les lèvres, elle pensait avoir les lèvres trop grandes, et le chirurgien lui a abîmé le clitoris pour qu'elle-même décide de se battre et qu'elle contacte tous les livres d'anatomie de chirurgie pour leur faire remarquer que les nerfs n'étaient pas indiqués, que sur les dessins du clitoris, le passage des nerfs était mal indiqué, donc ce qui fait que certains chirurgiens font n'importe quoi. Donc il faut encore aujourd'hui des activistes comme ça pour que ce qui semble évident dans un livre d'anatomie pour les hommes le soit pour un livre d'anatomie des femmes. Pareil, quand les femmes ont des problèmes de dysfonction sexuelle, on va directement encore leur dire c'est dans la tête. Tu as du mal à être pénétré, c'est sans doute que tu as un problème avec les hommes. Tu n'arrives pas à jouir du clitoris. Bon, voilà, on va directement placer ça sur le psy, parce que parfois ça peut être très simple, ça peut être un phimosis, ça peut être un nerf bloqué. Sauf que pour ça, il faudrait tout simplement qu'on puisse faire des scanners ou des IRM, par exemple, du clitoris. Et ça n'existe pas pour cet organe. On peut se dire, mais pourquoi? Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui bloquent à ce niveau-là. Et après, je dirais que il y a beaucoup d'autres choses qui bloquent après à d'autres niveaux, qui sont plutôt à un niveau social. C'est-à-dire que les modèles dans tout ce qui est, de la sexualité, dans tout ce qui est porno, qui impacte quand même beaucoup la sexualité des gens, c'est des modèles où finalement la femme est relativement soumise. C'est des scénarios où il y a quand même beaucoup de violence, ce qui fait qu'aussi certaines femmes peuvent être entraînées en ce sens-là, ce qui est pas forcément, ce qui peut leur apporter du plaisir, mais qui, je pense, est délétère peut-être au bout du bout dans leur conceptualisation d'elles-mêmes dans un sens plus large. Je pense aussi que vu que les femmes détestent leur corps, tellement de femmes sont mal à l'aise avec leur corps, il y a énormément même si l'homme fait tout bien, il peut y avoir tellement de barrières. C'est-à-dire que, par exemple, une femme pourrait adorer un cunnilingus, mais elle déteste tellement le fait d'avoir des grandes lèvres, parce que malheureusement, la société montre toujours une vulve sous forme de pêche, toute petite, etc., qu'elle va pas s'autoriser ce plaisir-là. Donc, en fait, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en jeu. Puisqu'on est plongé comme ça, là, pour le moment, avec toi, dans des questions liées à la sexualité, et vraiment dans le détail de la sexualité, tu as cité le mot déjà plusieurs fois, j'ai envie de t'entendre aussi sur le porno. Le porno, pour moi, c'est vraiment un problème auquel il faut s'attaquer absolument, parce que quand on va sur un site porno, et qu'on y va avec la tête froide, et qu'on regarde en fait ce que ça dit des relations entre hommes et femmes, et ce que ça dit malheureusement souvent des désirs des hommes vis-à-vis des femmes, parce que le porno a tendance à quand même servir plus une audience masculine, ou être conceptualisé pour une audience masculine plus qu'une audience féminine, même si les femmes consomment, eh bien on se rend compte que c'est énormément de scénarios de déviance en fait, et de violence. Donc par exemple, moi, je trouve ça dingue que si je tape almost dead porn, donc presque morte porn sur Google, je vais tomber sur une page Pornhub où je vais voir des femmes quasiment au bord de l'évanouissement. Et ça, c'est considéré comme du sexe. Si je cherche anal prolapse porn, donc descente d'organes porno, descente d'organes anus porno, je vais trouver un porno où il y a une femme qui perd presque ses organes tellement il y a eu de pénétration. Sans trop chercher, sans aller dans le fond du fond, j'ai vu des femmes se prendre des balais à chiottes dans le vagin. En fait, c'est tellement simple de trouver le pire. C'est ça. Évidemment, il y a du porno soft, mais en fait, je comprends pas que ce ne soit pas régulé, censuré, discuté, même avant de ça, discuté. C'est-à-dire que on peut vraiment trouver les pires horreurs, et ça c'est sur Pornhub, ce dont je vous parle. C'est pas sur des sites avec des sites payants.
quand on passe la barrière des sites payants, on peut voir le festival de l'horreur. Vraiment, et je ne comprends pas que ce soit du sexe. Pour moi, c'est de la torture, c'est de la violence. Et donc, certains vont répliquer, oui, mais il y a des femmes qui veulent faire ce job. En fait, moi, j'ai envie de demander aux gens, qu'est-ce qui peut faire qu'une femme veuille bien se prendre un pénis de cheval dans le vagin et se prendre du caca dans la bouche pour un film porno? Est-ce qu'on peut se mettre dans sa situation 2 minutes? Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'elle a énormément besoin d'argent et que c'est très bien payé. Peut-être qu'elle est dans des situations de drogue, en fait. Peut-être qu'elle est droguée, elle a besoin d'héroïne, donc elle va aller chercher ça. Peut-être qu'elle est psychologiquement à un moment de sa vie où ça ne va vraiment pas. En fait, je trouve que ce truc de dire oui, mais c'est des acteurs, mais voilà, mais oui, mais en fait, c'est des acteurs qui vivent ces actes-là. Quand une femme se fait pénétrer par 25 hommes pour un gangbang, pour une scène qu'on peut voir sur n'importe quelle plateforme, très facilement, est-ce qu'on peut penser à l'état physique de cette femme, en fait, des risques de MST, j'ai l'impression que les gens, une fois que c'est classé dans la case fantasme, c'est comme, je sais pas, c'est comme si c'est pas des vrais gens qui jouent ça. Et ce qu'on mesure pas aussi, c'est l'impact que ça a sur nos fantasmes, sur notre perception du sexe. Et en fait, si on cherche un peu, on voit quand même énormément d'hommes. Et il y a beaucoup de sites qui se créent autour de ça, des hommes qui sont addicts, en fait. Le porno, ça peut être une addiction comme n'importe quelle drogue. Et des mecs qui essayent de se dépatouiller de ça. Sauf que malheureusement, quand chimiquement dans ta tête, plaisir et torture, ça ne fait plus qu'un, moi j'aimerais des études qui expliquent comment on délie ce truc-là, comment on fait pour le délier, pour aider à la fois les hommes qui deviennent accro à ça. Et puis il y a une autre chose dont j'aimerais parler, c'est la violence en tant que femme. Parce que, c'est-à-dire que moi il y a beaucoup de femmes qui viennent me dire mon mec est accro au porno, je le vois en fait dans les toilettes en train de s'occuper de lui-même avec du porno. Et puis en fait, il couche avec moi moins, ou bien quand il couche avec moi, il veut essayer de répliquer des scènes. Et la détresse en tant que femme que ça peut créer, en fait, d'avoir son mec qui fantasme sans arrêt sur d'autres femmes. Et ça, on considère aujourd'hui que c'est normal. Sauf que je comprends qu'on a tous nos propres fantasmes et que ça peut se dérouler dans nos têtes et que c'est même presque sain. Sauf que là, moi, je trouve ça heurtant, en fait. Je trouve ça violent, je trouve que ça brise des femmes. Et tout ça, on n'en discute pas de la tristesse que ça peut créer et aussi de la pression que ça peut créer aussi. C'est-à-dire que vu que certaines actions sont normalisées dans le porno, je vais vous donner un exemple, les éjaculations faciales. C'est normal. Mais en fait, il y a des femmes qui n'aiment pas ça et qui trouvent pas ça normal et qui trouvent ça insultant de se faire éjaculer sur la tête comme si c'était un acte normal. Et donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'on a banalisé, normalisé tout simplement parce que personne n'a le courage de discuter de ce qu'on voit sur ces plateformes et qui, moi, je pense, même si beaucoup de femmes veulent pas l'admettre, est blessant en fait. Ouais, je te remercie de prendre cette position-là. C'est ton espace, mais quand même, j'ai envie de dire que je fais partie des gens qui sont absolument persuadés que la généralisation du porno avec les tubes, notamment Pornhub et autres, a un impact réel aujourd'hui sur la modification des relations entre hommes et femmes. C'est sûr. Ouais. Et effectivement, je trouve que c'est très important que tu parles de tout ça comme ça. Et c'est inévitable parce qu'en fait, du moins, les générations qui sont nées avec un téléphone dans la main consomment ça, mais tellement en fait. Les gens se rendent pas compte que si tu vois ça tous les soirs, il y a un moment, ça devient une habitude et l'habitude, ça te pénètre le cerveau et donc ça modifie ta façon de voir les rapports hommes-femmes. C'est même si tu dis que tu prends de la distance, à quel point tu y arrives. Bon. Moi, j'aimerais, Dora, t'entendre nous parler de la thématique, d'une grande thématique qui est celle de la prostitution. Est-ce que pour toi, la prostitution, c'est un symbole de liberté de la femme ou bien plutôt un symbole de soumission? Je dirais plutôt que c'est un symbole de liberté des hommes. C'est plutôt comme ça que je le vois. En fait, c'est la liberté. Françoise Héritier avait dit une phrase, je me rappelle plus exactement comment elle l'avait dite, mais en
elle dit que on se pose toujours la question de la liberté des femmes, mais pas de la liberté d'acheter des hommes, en fait, d'acheter des services à des femmes. Et c'est surtout de leur liberté dont il s'agit. Parce que si on est réaliste, en fait, tout simplement sur les statistiques, en France, il y a 95% d'étrangères qui sont prostituées. Donc ça veut dire qu'il y a 5% de femmes ou d'hommes français qui se prostituent. C'est extrêmement, extrêmement peu. Généralement, les gens se prostituent pour des raisons économiques, hein, soyons réalistes. Et surtout, moi, en fait, je pense qu'il faut déplacer le regard. On met tout le temps le regard sur les femmes. Moi, je veux mettre le regard sur les clients. Moi, ce que je veux questionner, c'est qu'est-ce qui fait qu'un homme pense que c'est OK de payer pour une femme qui n'a aucun désir pour lui. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi certains hommes ont cette capacité à aller pénétrer une femme qui, en fait, si elle paye, en fait, le fait de demander à payer, c'est déjà un refus. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas de toi à la base. C'est-à-dire que si elle voulait vraiment de toi, elle te ferait sans doute pas payer. Donc, c'est déjà un refus vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que toi, tu me plais pas. Toi, tu me plais pas, donc tu vas payer. Donc, c'est déjà un premier rejet de devoir payer une femme. Donc, c'est-à-dire que la femme te rejette, donc tu la payes. Et donc, je comprends pas ce qui peut faire que des hommes restent sexuellement excités lorsque la femme te le dit ouvertement. En fait, quand elle te demande que tu payes, elle te dit, j'ai pas de désir pour toi. Donc, moi, c'est là que je vois un problème. Pour moi, ça fait partie plus globalement, de la culture du viol. C'est-à-dire que les hommes pensent que il y a toujours une forme de passe-droit. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, si une femme veut pas de toi, il y aura toujours l'argent. C'est-à-dire que moi, ça, je trouve que c'est problématique. Et la plupart des femmes n'ont pas ce rapport à la prostitution parce que la plupart des femmes n'ont pas envie de coucher avec quelqu'un qui ne les désire pas. C'est déjà le premier truc. C'est que si quelqu'un te désire pas, toi-même, ton désir diminue en fonction du désir de l'autre. Tandis que pour les hommes, c'est pas forcément le cas. Et je trouve que là-dedans, il y a un truc parfois qui est malheureusement un peu monstrueux parce que quand un homme va coucher avec une femme, sachant qu'il y a 95% d'étrangères qui sont prostituées, je ne pense pas que la plupart s'inquiètent de leur situation. C'est-à-dire que la plupart des hommes, voilà. Et quand tu lis les quelques études qu'il y a sur les clients, c'est assez intéressant parce que les clients de la prostitution s'inventent beaucoup de choses dans leur tête. Alors, ils sont persuadés d'aider la femme, comme s'ils donnaient de l'argent à une ONG, quoi. Quand tu écoutes ce qu'ils écrivent, c'était le mouvement du lit qui avait fait une grande enquête, ils se racontent des bobards, en fait. Ils se racontent des bobards comme quoi ils sont en train de l'aider. Écoute, au lieu de... Enfin, je veux dire, c'est pas... mets-lui de la bouffe dans la bouche, pas ton sexe dans la bouche si elle a besoin d'être aidée. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, il y a voilà. Et après, il y a aussi le fait que... Après, j'entends que certains hommes n'ont pas accès à des femmes autrement. Mais ça questionne... En fait, il y a encore cette idée profonde de droit au sexe. Il y a un droit au sexe. Moi, je pense que non. Je pense que le sexe, c'est un bonus. C'est pas un besoin comme boire, manger et avoir un toit. Mais dans cette idéologie-là, finalement, pro-prostitution, c'est quand même l'idée qu'il y a un droit au sexe. Et on le voit beaucoup aujourd'hui avec les discussions autour de l'handicap et du sexe. On considère que finalement c'est un droit, que c'est un besoin. Et justement, je me rappelle plus du nom du philosophe, mais en 1700-1800, il y avait un philosophe assez intéressant, j'ai un trou de mémoire avec son nom, mais qui lui imaginait une société érotico-sociale et où il disait que justement il fallait arrêter d'avoir des prostituées qui étaient mis au bord de la société, mais que tout le monde devrait avoir un service civique du sexe. C'est-à-dire que chacun, on devrait avoir, 2 heures dans le mois où on donne à quelqu'un d'autre qui ne nous plaît pas forcément physiquement, mais qu'on fait cet effort physique envers l'autre pour qu'il y ait quelque chose de plus égalitaire dans l'accès au sexe. Je trouve que l'idée est intéressante et discutable, et pour moi, ce serait déjà une meilleure solution que que quelques femmes soient ostracisées, travailleuses du sexe ou prostituées. Même si, ça, au moins, je trouve qu'il questionnait cette idée de droit au sexe et que c'est une réflexion intéressante. Voilà, moi, c'est surtout là-dessus que j'ai envie de réagir parce que je trouve que justement, on se focus toujours sur le droit des femmes à se prostituer ou pas. Moi, je pense qu'il y a une minorité de femmes qui ont envie de faire ce métier. Mais il faut pas oublier que c'est un métier qui demande une capacité de dissociation.
C'est-à-dire que c'est un métier qui demande la scission entre l'esprit et le corps pour pouvoir être une prostituée efficiente, quoi, on va dire, ou une travailleuse du sexe qui fait bien son travail. Et moi, ce que je questionne, c'est est-ce que il faut... Bon, je sais que dans le travail, finalement, on peut dire que n'importe quel travail est une forme de prostitution, et c'est ce que disait Karl Marx, c'est que finalement, pour éradiquer la prostitution, il faut éradiquer le capitalisme et l'obligation de travailler. Donc ça, j'entends. Mais la prostitution, c'est quand même un travail où il y a beaucoup plus de risques. Dans les statistiques, il y a plus de 50% des prostituées qui disent qu'elles ont déjà eu affaire à des gens violents physiquement. C'est-à-dire que c'est très... Enfin voilà, il y a beaucoup plus de risques de se faire taper, de se faire violenter. Les prostituées se font souvent violer aussi, parce que... voilà, le mec paye pour une fellation, mais en fait, il en a rien à foutre. Lui, il a décidé que 200 balles, ça valait aussi une anale et va savoir quoi, et du coup, il fait ce qu'il veut. C'est quand même un métier pas sécurisant. Et même si, donc, je disais, un certain nombre de femmes veulent faire ce métier, ça leur demande une capacité de dissociation. Cette capacité de dissociation, faut peut-être se poser la question d'où elle vient. C'est-à-dire que même des femmes qui sont vraiment pro-travail du sexe le disent. Par exemple, Virginie Despentes dit que le viol, c'est la meilleure porte d'entrée vers la prostitution, ou l'inceste, parce que la capacité à se dissocier a été créée, et donc, par conséquent, en plus de ça, tu as un dégoût des hommes, donc tu te dis, de toute façon, je vais les faire payer. Et donc, pour moi, la question qui se pose, c'est que finalement, ces femmes qui veulent se prostituer, c'est elles qui vivent une misère sexuelle, c'est pas les hommes. Parce que si tu veux te prostituer, c'est que quelque part, tu te dis, les hommes, de toute façon, quand je couche avec eux, c'est de la grosse merde. De toute façon, ils me prennent déjà pour une prostituée. Je dois faire déjà tellement de choses pour eux, alors autant être payée pour ça. C'est-à-dire que de toute façon, elles en arrivent au stade où la sexualité, c'est plus intéressant quand c'est payé. Donc pour moi, il y a plein de choses qui se mêlent dans ce sujet duquel on parle trop peu. Et je trouve qu'il y a énormément de violence entre ceux qui sont pro-travail du sexe et contre le travail du sexe, sans vraiment poser les bonnes questions et toujours en parlant de la liberté des femmes. Moi, s'il y en a qui veulent faire ce boulot, qu'elles le fassent. Mais ça n'empêche pas de discuter tout ce qu'il y a autour. Merci d'avoir pris ce regard différent. Je trouve ça très intéressant. Oui, c'est très intéressant comme conversion du regard. Oui. Alors, tourner le prisme. Et alors, justement, tu vois, là, on t'a interrogé sur le porno et sur la prostitution, et puis tout ça partait quand même du patriarcat. Oui, c'est vrai. Et ça me donne envie de te poser la question de l'éducation. L'éducation à toutes ces choses-là et à la sexualité en général. C'est un gros problème, c'est-à-dire que du moins en France, l'éducation nationale fait clairement pas le travail sur l'éducation sexuelle. Il est censé avoir quelques sessions entre le collège et le lycée, mais ça reste complètement anecdotique. Et puis en plus de ça, il n'y a pas des gens qui sont vraiment formés pour ça. Donc soit ça va être, je sais pas, n'importe quel prof qui va s'y mettre, ou parfois même il y a des intervenants extérieurs, ça va être le prêtre du bled, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution. Ou parfois, si les lycées ont assez d'argent, ça va être des assos qui sont vraiment spécialisés là-dedans, mais c'est inégal. C'est-à-dire que s'il y a des lycées qui n'ont pas de moyens, ils vont pas avoir ça, tandis que des lycées qui ont des moyens vont pouvoir faire appel à des assos. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que l'éducation sexuelle, ça se fait principalement par le porno et puis par quelques comptes Instagram comme le mien. Et c'est un énorme poids, j'ai envie de dire, parce que pour moi, il devrait y avoir plus de structure. Et puis, il faut discuter du porno, il faut discuter de la prostitution, il faut discuter de tout ça. Et je vois que c'est extrêmement compliqué. Enfin, je vois par exemple là, avec la sortie de mon livre a été complètement boycotté par toute la presse. J'ai même fait des interviews qui ont été censurées. C'est-à-dire que j'ai été sur certaines radios, ils n'ont pas sorti mon interview. C'est très compliqué. C'est-à-dire que ces sujets-là, je sens qu'il y a une sorte d'omerta gigantesque. Et il y a même un directeur de radio qui m'a dit « Je ne le sortirai pas parce que je trouve que tu attaques trop les hommes. » J'ai envie de dire, c'est pas parce que je parle du porno. Enfin, j'attaque une industrie, en fait. Mais en fait, je sais pas. Moi-même, je ne comprends pas encore tout à fait les ficelles qui font que mon propos est inentendable pour le mainstream. Oui, c'est étonnant. Ouais, c'est étonnant dans une démocratie où il y a en théorie une liberté de parole.
Je l'avais déjà dit quand on avait fait un live. Moi, je ne trouve pas que ton livre attaque les hommes, personnellement. Je trouve qu'il attaque une certaine façon d'être un homme, certaines masculinités toxiques, mais pas les hommes en général. Parce que toi, tu te reconnais pas là-dedans, donc ça te fait pas mal, on va dire. Mais pour ceux qui se reconnaissent encore dans ces schémas-là, en fait, ils peuvent pas, quoi. Eh bien, je voulais parler de l'atelier que tu nous as prévu. Tu as prévu un atelier linguistique, si j'ai bien compris. Ouais, exactement. Dans mon livre, j'ai un chapitre qui s'appelle Mal baisé par un vocabulaire malbaisant. Et pour moi, les mots ont une extrême importance et les mots autour de la sexualité aujourd'hui sont très, très, très violents. Et donc, par conséquent, j'ai envie d'essayer de faire un atelier où on essaye, avec imagination, de trouver des nouveaux termes qui pourraient refléter une sexualité plus consciente, peut-être plus spirituelle, une sexualité plus égalitaire. Enfin voilà, essayer de trouver un nouveau vocabulaire qu'on pourrait s'amuser ensuite à utiliser dans sa sexualité. Superbe. Merci. Une super idée. Tout commence par la parole, de toute manière. Ouais. Au commencement était le verbe. Le commencement était le verbe. Et je crois que c'est Camus qui disait ça. Mal nommer les choses, ça apporte beaucoup au malheur du monde. Ah oui. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Super. Et puis, tu nous as dit aussi que tu offrais une dizaine d'exemplaires de ton ouvrage pour les heureux gagnants des lots qu'on va mettre en jeu, c'est ça? Exactement. Super, merci. Écoute, merci beaucoup, merci pour tout ça, merci pour tout ce que tu nous as dit, merci pour ce livre qui est encore une fois magnifique, boycotté ou pas boycotté, il reste un livre absolument magnifique, un must read. Et puis merci pour cet entretien. Et puis pour tout ce que tu nous offres. Oui, merci à vous d'organiser ce congrès. C'est très important d'avoir des espaces pour pouvoir parler de tout ça. Merci Dora, à bientôt. Merci.